Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono. Je vous le disais la semaine dernière, la trêve se rapproche. Plusieurs clubs sont d'ores et déjà tournés vers les fêtes après avoir bouclé cette première partie de saison. Nous étions en revanche encore sur les terrains ce week-end. Et pour savoir ce qui vous attend tout au long de ces 20 minutes d'émission, je vous propose sans plus attendre de découvrir le sommaire. Nous partirons tout d'abord sur les terrains de basket avec deux rencontres au rendez-vous. La première du côté de Charleville-Mézières où La Roche concluait sa première partie de championnat. Et puis la seconde rencontre était à suivre à La Roche-sur-Yon avec le Vendée International Basket Tournament, affiche entre Munich et Bratislava pour la finale du tournoi. Plusieurs rendez-vous de football aussi, d'abord du côté des Herbiers, l'occasion de passer l'hiver au chaud sur la plus haute marche du podium pour les Herbretets opposés à Saumur. Et puis l'envie de bien finir en division 3 féminine pour La Roche ESO. Les Ornésiennes recevaient le stade Malherbe-Caen à Saint-André-d'Ornay. Enfin, nous irons à Olonne-sur-Mer pour la 5e journée de D1 de Footnet. Double confrontation pour le tennis ballon olonnais, toujours invaincu depuis le début de la saison. Voilà pour le programme. Entre autres, nous sommes le lundi 18 décembre 2023 et 85 chrono, ça démarre tout de suite. C'est une confrontation qui commence presque à prendre des allures du jour sans fin. Pour la seconde fois en 4 jours, La Roche Vendée Basket retrouvait de nouveau Charleville-Mézières. Après le match nul en 16e de finale aller d'Eurocup mercredi soir, le RVBC affrontait cette fois les Ardennaises en championnat. En 11e journée de LFB, une rencontre qui se tenait samedi soir. L'entame de partie est favorable aux Flammes, mais c'est La Roche qui va surtout s'illustrer, notamment avec Assitan Koné intenable, 11 points inscrits en 10 minutes. 20-13 pour La Roche à la fin du premier quart, une avance qui va même doubler dans le deuxième quart-temps. À la pause, le RVBC compte jusqu'à 11 points d'avance et mène 36-25. Mais les Ardennaises sonnent la révolte au retour des vestiaires en à peine 5 minutes. Le matelas de 11 points des Vendéennes s'est évaporé, 41 partout. Jasmine Walker et les siennes vont même prendre la tête. Les Flammes scorent davantage en 10 minutes que lors de toute la première période. Mais La Roche s'accroche, 51-51 à l'aube des 10 dernières minutes. Le 4e et dernier quart-temps ne sera pas aussi prolifique au tableau d'affichage. Une baisse de régime qui va profiter aux Ardennaises. La Roche échoue à 5 longueurs et s'incline 64-59. À noter, la mauvaise nouvelle, c'est la nouvelle blessure de Louise Preneau, blessée au genou, mais remise. L'Hélière s'est cette fois blessée à la cheville. Des examens sont en attente pour connaître la durée de son indisponibilité. Et puis vous le voyez au classement de cette ligue féminine, une place de perdu pour le RVBC qui termine ainsi cette phase allée du championnat en 10e position, synonyme pour l'heure de play-down. En attendant, le prochain rendez-vous pour le RVBC, c'est dès mercredi soir 20h aux Oudéry pour cette 3e confrontation en une semaine face à Charleville-Mézières. Ce match retour des 16e, match nul à l'aller. Il faudra donc l'emporter pour espérer se qualifier en 8e de finale de la compétition. On jouait également en National 1 masculine ce week-end et vendredi soir, la bonne surprise est venue sur cette 17e journée des Sables d'Olonne. En déplacement sur le parquet de Vitré, les Sablais ont mis fin à une série de 7 défaites consécutives en allant s'imposer 64-63 en Ille-et-Vilaine. Les hommes de Denis Mété restent pour leur lanterne rouge. Et puis du côté du Vendée Chaland Basket, les joueurs de Sébastien Lambert se sont inclinés 94-81 sur le terrain de Rueil-Malmaison. Le VCB concède une 3e défaite consécutive et pointe désormais en 8e position. Après un point sur les classements du championnat en basket, je vous propose à présent un tout autre terrain à La Roche-sur-Yon, à la salle Omnisport. Depuis jeudi dernier se tenait la 2e édition du Vendée International Basket Tournament, un tournoi masculin réservé aux joueurs de moins de 18 ans et qui réunissait cette année 7 équipes. On y retrouvait notamment les Sables d'Olonne ou le Cholet Basket côté tricolore, Bratislava, Belgrade, Munich, Rome et la SNM Academy de San Antonio côté étranger avaient fait le déplacement. Objectif de cet événement organisé par la CEPA, réunir à mi-saison plusieurs équipes pour préparer la 2e partie de saison. Le tournoi s'achevait donc hier, vous le voyez ici, avec la finale entre Munich en maillot noir et les Slovaques de Bratislava en jaune. Et c'est Bratislava, bien mieux en jambes en début de match, qui va imprimer une certaine facilité dans cette rencontre, efficace en attaque et en défense. Bratislava écrase le match à la pause en menant 48-22, une avance très confortable qui va s'accentuer au fil de la 2e période. Munich sera mieux en fin de rencontre, mais déjà trop loin à la marque. Résultat, c'est Bratislava donc qui s'impose 79-51. Les Slovaques remportent cette 2e édition. Belgrade complète le podium. Je vous propose de retrouver le président organisateur du tournoi, Riwan Amrani, à l'issue de cette 2e édition qui devrait en amener une 3e l'an prochain. Il est précédé du coach des vainqueurs, l'entraîneur de Bratislava, André Bachmann. Propos recueillis et traduits par Ambroise Robet.
Mon équipe m'a surprise. On a bien joué, avec intensité, on a joué vite, on a joué agressif, avec précision et beaucoup de confiance en nous. Au début du tournoi, on ne savait pas où on allait atterrir, parce qu'on vient de l'Est de l'Europe. C'est un autre basket qui est joué là-bas. On ne pensait pas gagner. Honnêtement, on espérait gagner un match. Mais nous sommes victorieux aujourd'hui. C'est merveilleux. Une très belle expérience. C'est un beau tournoi, une bonne organisation et de très bonnes équipes. Nous nous améliorons match après match. Je suis vraiment fier de mes gars. Sur la première édition, on avait un plateau de 5 équipes et 3 étrangères. Cette année, on passe à 7. On devait en avoir une 8e et donc là, on était 7. On a 5 équipes étrangères, dont une américaine. On passe de 3 jours à 4 jours. Et globalement, c'est aussi les 2 premiers jours, on a pu avoir toutes les écoles quasiment de La Roche-sur-Yon qui ont pu venir observer ces matchs-là. Alors le niveau déjà, il a été, je trouve déjà plus élevé que l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment un top 2, 3 équipes qui étaient vraiment là. Là, on a vraiment 5 équipes sur 7 qui étaient vraiment au-dessus. Donc niveau plus élevé, beaucoup plus de talents répartis dans les différentes équipes. Il y aura une 3e édition avec 8 équipes, avec toujours des Américains et avec un niveau encore plus élevé. Ouais. C'est un tournoi qui a réuni une quarantaine de bénévoles sur 4 jours, des très jeunes comme nos académiciens qui sont en centre de formation à La Roche et des amis d'amis, voilà. Donc belle organisation, beaucoup de plaisir dans l'organisation avec les collègues, le staff, mais aussi pendant ces 4 jours pendant. Et après le basket, place désormais au football. Et pour ouvrir cette page ballon rond, je vous propose de nous rendre à Massabielle, aux Herbiers. Le VHF accueillait samedi soir l'Olympique de Saumur pour le compte de la 12e journée de N2. Et rapidement, les Herbiers se mettent en mouvement à la suite d'un 1-2 avec Ervin Ta. Youssouf Soukouna bute d'abord sur le portier saumurois. Ervin Ta qui va de nouveau mettre à contribution Balamine Drame dans la cage adverse. Au 25 mètres, Valentin Rémy force le gardien de Saumur. Un nouvel arrêt en ce début de rencontre, mais à la 22e minute, le gardien est cette fois battu par Benjamin Brélivet sur coup franc. Le VHF concrétise sa domination et mène 1-0. Dans la foulée, les Rouges et Noirs vont être tout proches du break, mais Valentin Rémy ici ouvre légèrement trop son pied. Unique grosse frayeur en première période pour les Herbiers sur cette incursion de Swazara Nzizi, bien contenue par le retour de Seydi. Bien mieux à l'approche de la pause, Saumur tente aussi de loin sans réussite, imité ensuite par Pierre Lavenant à 30 mètres, mais Balamine Drame repousse à nouveau. Les Vendéens font donc de la course en tête à la pause à 1-0. Sur sa dynamique de fin de première, Saumur se montre avec ce tir signé Wail Boot qui frôle le montant de Rémy Pillot. Les Saumurois n'égalisent pas et les Herbiers vont creuser l'écart. 57e minute, ce centre de Valentin Rémy, pas suffisamment dégagé, revient dans les pieds de Maxime Carnero à l'entrée de la surface. Le numéro 12 du VHF permet à son équipe de faire le break 2-0. Et alors que le brouillard commence à tomber sur Massabielle, le VHF est tout proche du 3e but. Petit numéro de Tégard côté gauche. Claude Ateba contraint le gardien adverse à une nouvelle parade, mais on en restera là. Les Herbretelles emportent 2-0 et passeront donc Noël bien au chaud sur la plus haute marche du podium. C'est bien, mais nous ne sommes qu'en décembre, dixit le coach des Herbiers, Laurent David, qui était avec Thibaut Grasset. Pour tout vous dire, on redoutait ce match. Depuis 4-5 matchs, on a des matchs difficiles et on redoutait celui-là parce que ils étaient sur une mauvaise série et inconsciemment on peut penser que ça pouvait être facile. Et on a vu que ça n'a pas été le cas. Et puis c'est toujours des matchs un peu charnières avant les vacances. On a fait 35 bonnes premières minutes. Et puis ensuite en deuxième mi-temps, ça a été je dirais plus dans la gestion. On ne s'est pas senti inquiété. Je pense qu'on aurait pu aussi faire mieux sur certains contres, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Gagner 2-0, ça fait 6 mois que les garçons travaillent au quotidien et travaillent dur. Et quand vous avez cette étiquette de favori au-dessus de la tête, il faut l'assumer. Et les garçons l'ont assumé ce soir. On a eu beaucoup de difficultés à ressortir les ballons lorsqu'on les récupérait. Et on avait du mal d'ailleurs à les récupérer. Il y a eu une multitude d'occasions qui sont arrivées dans le premier quart d'heure. On a plié sans céder, mais on savait que ça allait être difficile et on a eu une fin de première mi-temps un petit peu plus à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer d'un match comme on l'avait préparé. Mais dans le football, il faut marquer et pas prendre. Et ce qu'on a fait à nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a fait tout le contraire. C'est qu'on a pris dans les moments qu'il ne fallait pas et on n'a pas marqué dans les moments où on aurait pu faire douter l'adversaire. Et au classement de ce championnat national 2, les Herbiers poursuivent leur marche en avant en pleine bourre avec 10 victoires sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le VHF gagne 2 places et est donc leader pour la première fois de la saison après 12 journées. Une longueur d'avance sur Libourne qui n'a pas joué mais qui comptait un match en plus ce week-end. Et puis à noter également vendredi après-midi la Roche VF qui affrontait Angoulême au stade Henri Desgranges. Défaite des Lyonnais 2-1. La trêve se fera donc à l'écart du podium que les joueurs de Frédéric Reculot quittent pour la première fois de la saison. Les Lyonnais sont donc désormais
4e sans victoire depuis début octobre. Et puis un coup d'œil à présent sur le bilan comptable en National 3 où l'on jouait également samedi, la 12e journée. Dans le derby, le Vendée Poiret Foot s'est imposé 2-1 face à la Châtaigneraie. Une défaite qui maintient les Châtaigneraisiens en 9e position. Une victoire qui fait surtout grimper les Genoux encore d'une place ce week-end. Le Poiret est désormais 2e et met la pression sur le leader Vertou. Vertou où Chaland est allé décrocher un match nul 2-2. Chaland pointe en 11e position. Et puis à noter aussi le succès du Vendée Fontenay Foot face à Saint-Nazaire 3-0. Les Sables FCOC enchaînent une 2e défaite consécutive battue 2-0 sur la pelouse de Saint-Philbert. Notre deuxième affiche football de cette émission nous emmène à présent au stade de Saint-André-d'Ornay à La Roche-sur-Yon. Hier, dimanche après-midi, se tenait la 9e journée de la D3 féminine. Pour cette reprise du championnat, après 2 semaines de trêve, La Roche-ESO accueillait le stade Malherbe de Caen. Les Lyonnaises sont à la baguette en ce début de partie. Eden Boban combine avec Joyce Sarpong, mais bon retour de la défenseur normande. À la suite d'un ballon perdu, la Caennaise Alizée Lerotti file dans la surface vendéenne, mais Anouk Lenné se couche bien. 40e minute, Laura Lépine déborde côté gauche, mais son centre est dévié et revient dans les gants de la gardienne. On approche de la pause. Mélanie Goutard est stoppée ici régulièrement par une joueuse adverse. Coup franc excentré, Mélanie Goutard s'en charge et trouve Meta Camara démarquée qui vient fusiller à bout portant la gardienne caennaise. La Roche-ESO mène donc 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le SM Caen est à l'attaque. Cette tête de Tatiana Bourdon est bien sauvée par la parade d'Anouk Lenné dans la cage vendéenne. Dans le camp adverse, cette fois, le SM Caen est en difficulté et la Roche-ESO n'en profite pas pour aggraver la marque. Même constat ici pour Anaïs Jaunet qui ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Les Normandes peinent à se montrer véritablement dangereuses de leur côté sur cette frappe de loin de Baker. Les occasions, vous le voyez, sont donc nettement à l'avantage de l'ESO. Mais Joyce Sarpong ne parvient pas à aggraver la marque par 2 fois. Résultat, le score n'évoluera pas davantage. On en restera là. 1-0, la Roche-ESO s'impose. Mission accomplie donc pour l'entraîneur des Ornésiennes, Anthony Gauvin. On l'écoute au micro de Thibaut Grasset, accompagné de Chloé Charlot côté normand. On est tombé sur une équipe qui était très très agressive, qui défend très bien. Moi j'avais déjà regardé quelques matchs de cette équipe-là et je savais, et j'avais déjà prévenu les joueuses que on allait avoir quelques difficultés. Et donc sur la maîtrise, je voulais qu'on aille un petit peu plus vite dans les transmissions. Ça a été compliqué. Donc on a réussi sur un coup de pied arrêté à débloquer la situation. Et puis ensuite en deuxième mi-temps, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'applications, beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur aussi aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but ou de situations. Mais dans l'ensemble quand même, je pense qu'on a maîtrisé les choses. Je suis soulagé aussi de devoir passer ce match parce que je savais que ce match allait être compliqué. Mais voilà, il est passé et on est content d'avoir cette victoire. On découvre un peu ce championnat de Détroit, comme tout le monde, mais on monte. On est une équipe qui monte. L'objectif est de se maintenir. Aujourd'hui, si on regarde uniquement le classement, on se dit on va jouer chez les 3e. Donc on n'a rien à perdre. On se crée 2 situations, elles se créent 2 situations. Elles ont été plus efficaces que nous. Et frustrant parce que sur un coup de pied arrêté, c'est toujours frustrant. C'est un peu... On sait que ça a une grande importance. On les a travaillés. Maintenant, il faut qu'on accentue pour être plus efficace et éviter de se prendre des buts sur les coups de pied arrêtés. Et un coup d'œil sur le classement de cette D3 féminine après 9 journées. Après leur victoire face à Caen, les Lyonnaises préservent leur place sur le podium en 3e position avec un match en moins disputé que Roubaix et Saint-Malo. Prochain rendez-vous pour les Ornésiennes, ce sera dans un mois à la mi-janvier, justement face à Saint-Malo. Notre 3e rendez-vous de ballon rond nous emmène à présent à Olonne-sur-Mer, mais pour du footnet. Samedi après-midi à la Salle Océane se tenait la 5e journée du championnat de D1, plus haute division nationale de footnet qui est désormais sous l'égide de la Fédération française de football. Second au classement et toujours invaincu, le TBO, le tennis ballon olonnais. Il disputait 2 rencontres. La première était face à Issy-les-Moulineaux. Une première rencontre remportée sans grande difficulté. Les Sablés, emmenés entre autres par le champion du monde, William Rambaud, s'impose 3-7-0. Et puis vous le voyez ici sur ces images, le second match de l'après-midi. Les Sablés, maillot rouge et blanc, étaient opposés aux Pirates d'Évreux, 4e au classement. Et comme face aux Icéens, les Vendéens ont là aussi tenu leur rang. Les Olonnais empochent le premier set, puis le second. Les Normands vont eux réagir avec le gain du 3e. La 4e manche est très âprement disputée, mais c'est finalement le TBO qui s'impose. Victoire 3-7-1 dans cette seconde rencontre face à Évreux et 2-2 pour les hommes de Kevin Castelao lors de cette 5e journée. Le tennis ballon olonnais sextuple champion de France, on le rappelle, poursuit donc son sans faute avant une prochaine journée qui s'annonce explosive, lors de laquelle les Vendéens retrouveront notamment leurs voisins nantais. On écoute Kevin Castelao, le coach du TBO, propos recueillis par Ambroise Robet. Vraiment, il y a un mélange de différentes émotions, à la fois de la fierté de notre prestation contre une équipe référence et un peu déçu de ne pas avoir été vraiment encore plus loin et prendre 2-7 à Olonne, qui est vraiment une équipe référence en France.
clairement, on a trouvé une tactique pour les déranger un peu avec vraiment une grosse base défensive. Mais on a vu que, comme on l'avait dit avant le match, ce genre d'équipe, dans les moments importants, ils sont là grâce à leur vécu collectif. Alors vraiment, on travaille pour trouver différentes combinaisons depuis le mois de septembre et vraiment, ça paye sur le terrain. Et là, on a une équipe assez nouvelle et on est vraiment au haut de tableau et ça nous rend vraiment, on va dire, fiers et confiants par rapport à la suite. Vraiment, jouer dans la salle Océane, c'est vraiment une salle assez mythique dans le footnet français. Donc, arriver ici à bousculer Olonne, c'est quand même une fierté, même si on est un peu déçu de perdre 3-1. L'essentiel, c'est qu'on ait pris quand même cette victoire. Et donc 3 points, ça nous permet de rester en haut du classement. Donc, nos points forts aujourd'hui, c'était surtout la hargne et le fait de ne pas lâcher. C'est vraiment ça qui nous a permis de prendre 6 points aujourd'hui, puisqu'on a joué aussi un match qu'on a gagné 3-0 en début de journée. Le premier match de la journée, c'était contre Issy-les-Moulineaux, qui est actuellement 5e du championnat. On a gagné 3-0. On a très très bien joué, on n'a rien loupé. Et c'est ça qui a fait un petit peu la différence par rapport au deuxième match où on a donné beaucoup plus de points. Ça nous fait donc maintenant 10 victoires en 10 matchs en Division 1, ce qui nous positionne en 2e place derrière Nantes qui a également fait 10 victoires. Et prochaine journée, donc on sera à Nantes pour le choc des 2 premiers. Et au classement, avec cette double victoire samedi, le tennis ballon olonnais se maintient en 2e position au classement. Seul le Nantes Laetitia Tennis Ballon fait aussi bien. Également invaincu et toujours première des 18 équipes qui composent cette division 1 de footnet. La 6e journée se jouera donc à Nantes le samedi 20 janvier 2024. Avant de faire un point sur les autres résultats des équipes vendéennes, des images de rink hockey venues de l'autre côté des Alpes. Vous le savez, l'équipe de la Vendéenne se déplaçait samedi soir en Italie. Les Lyonnais étaient opposés à Val d'Agno pour le match aller des 8e de finale de la WSE Cup. Et en région vénitienne, les Rouges et Noirs s'inclinent de peu, 4-3. Les joueurs de Marc Salicru menaient pourtant 2-0 après des réalisations de Marcos Pinto et ici de Nathan Gefflo. Mais les Italiens ont ensuite inscrit 4 buts avant qu'Antoine Thébault ne vienne réduire la marque. Défaite donc 4-3. Cela signifie qu'il faudra s'imposer par plus d'un but d'écart lors du match retour pour espérer se qualifier en quart de finale. Rencontre retour programmée le samedi 20 janvier prochain à Langelmière, à La Roche-sur-Yon bien sûr. Et puis un rapide détour par d'autres résultats sportifs en hockey sur glace. Tout d'abord, samedi soir, le Hogli était en déplacement à Courbevoie pour la 11e journée de Division 2 et fin de série pour les Aigles lyonnais après 4 victoires consécutives. Le Hogli s'incline cette fois 9-7 face aux Courbevoisiens. Les hommes de Juraj Oselka descendent d'une marche et passeront les fêtes à la 3e place. En handball, cette fois week-end de titre mondial bien sûr pour l'équipe de France féminine, mais week-end aussi sur les terrains de National 1 masculine. Pouzauges était en déplacement à Saran pour la 14e journée de championnat et le PVHB s'incline une nouvelle fois, revers 44-33, 4e défaite consécutive pour les Pouzaugais qui passeront donc la trêve en position de lanterne rouge, place qu'ils occupent depuis la première journée. Retour en championnat prévu pour début février. Puis un point classement avec le rugby et la Fédérale 2. Cette fois, une première partie de saison aussi difficile pour le FC Lyonnais. Le FC Lyonnais qui se déplaçait en Gironde face à Lormont. Défaite 30-22. Le FCY, vous le voyez, demeure en avant-dernière place. 14 points au compteur, mais avec un match en plus que la plupart des autres formations, excepté le leader Tourangeau. Puis avant de prendre la direction des Herbiers pour vous emmener sur les courses du Père Noël, une information en boxe et elle concerne Hugo Gros, le Sablais de 22 ans du club boxe 85 a décroché samedi le titre de champion de France élite dans sa catégorie des moins de 67 kilos. C'était à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, un titre remporté sans combattre en finale son adversaire Zikrala Zouaoui ayant déclaré forfait pour des raisons de santé. Avec cette ceinture, Hugo Gros s'adjuge son 2e titre chez les seniors. Et puis avant de se quitter, je vous le disais, quelques images venues des Herbiers. C'est là-bas que se tenaient samedi et dimanche les courses du Père Noël. Nous vous en parlions jeudi soir dans 85 chrono avec nos invités Bertrand Gabillot et David Menanto. Et justement, David Menanto nous le confiait la semaine dernière après avoir abandonné 2 fois. Il espérait faire un résultat sur la hotte du Père Noël dont vous voyez le départ ici à l'image. Cette course de 132 km, c'est fait. Le trailer du Raid Aventure Pays de Vie, David Menanto, l'emporte après 12 heures et 51 minutes au bout de l'effort. 6 autres courses étaient également au programme de ce grand rendez-vous de course à pied avec plus de 1700 participants réunis sur les différentes courses. Le club organisateur de l'Athlé Bocage Vendée signe ainsi sur cette édition 2023 un record de participation. Et vous venez de le voir, l'arrivée de David Menanto après 12h51 minutes. Bien voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 18 décembre 2023. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, on se retrouve dès jeudi à 18h45 avec Aurélien Huard pour ce qui sera le dernier 85 chrono de cette année 2023. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous jeudi.